Boris, merci d'être rendu disponible. Ça nous fait plaisir de faire cette interview. En ce moment, on recherche les joueurs français qui ont pris leur retraite, qui ont été les plus titrés ou qui ont vraiment marqué le baseball français. Et toi, tu as vraiment fait partie des plus titrés en France. Tu as vécu une grande partie de l'épopée rouennaise. Donc ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. On aimerait bien comprendre quel a été ton parcours, comment tu es rentré dans le baseball, les événements marquants de ta carrière. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter comment toi tu as commencé le baseball? Où est-ce que c'était? Dans quelles conditions? Alors en fait moi je suis de Lyon et j'ai grandi dans une petite ville qui est en banlieue lyonnaise. Et alors comment j'ai commencé le baseball? Ça a été un peu comme tout un parcours sportif, hein, des rencontres et un petit peu de hasard en même temps. Et au final, je venais de rentrer au collège, je crois, en sixième, un truc comme ça, et j'ai été attiré par... j'avais eu un peu d'argent de poche, donc j'étais attiré par, dans un magasin, un gant, une batte, les petits trucs que tu trouvais à l'époque, où tu avais un gant, une balle, une batte. Et donc j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, et donc avec mon frère, on s'est mis à jouer dans le petit terrain qui était derrière la maison. Et par hasard, un voisin qui était inscrit en club est venu jouer avec nous. Donc nous, on n'y connaissait absolument rien. Donc on s'était inventé des règles. Tu sais, on avait fait un truc où en fait on Ok. tapait et on courait, mais en fait ça avait pas vraiment de sens, quoi. Et puis donc ce voisin est venu, il nous a expliqué un peu les règles et moi ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite accroché et de là je suis allé m'inscrire dans un club qui était à côté de chez moi. Ok. Donc c'était vraiment un club qui était euh, plus ou moins structuré parce qu'en fait on jouait sur un terrain de foot déjà, on n'avait pas de terrain de baseball. Je pense qu'on a Ouais. été pas mal à l'époque à commencer comme ça, et ce jusqu'à un petit moment parce que finalement on n'avait qu'un terrain sur la fin juste avant que je parte de là-bas. Et voilà, et puis donc ça m'a plu, j'ai accroché. C'est le collectif, on était bien encadré par des bénévoles passionnés, et donc du coup c'était vraiment sympa, et voilà, de là, tout a commencé. Ok. Et c'était Voilà. quel club du coup? C'était le club des Skippies de Dardilly. Donc D'accord. en fait c'était un club qui, je crois, qui n'existe plus, qui a changé pas mal de villes aussi. Euh, mais voilà, un club assez dynamique à l'époque dans la région lyonnaise. Et ouais, malheureusement qui a arrêté, qui Ok. n'existe plus. Donc toi du coup, le baseball s'est pas arrêté, t'as continué, t'es parti en pôle, c'est ça? Ouais, Et t'es parti directement à Rouen? ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, j'ai reçu par hasard chez moi un jour un courrier je pense que d'une liste d'envoi de la fédération, où j'ai reçu un petit dépliant qui disait qu'il y a un pôle ouvrait à Rouen. Donc c'est la première année du pôle espoir de Rouen, donc qu'avait créé Sylvain Viret. Et puis bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu un peu toujours dans ce genre de truc, parce que j'étais lyonnais, et venir à Rouen C'est une c'était quand même trotte. quelque chose pour une maman, enfin, qu'elle laisse partir son fils comme ça, c'était assez rare. Et mais bon, ma mère m'a soutenu. Bon, en même temps, elle voyait bien que je dormais avec ma balle et mon gant et la batte sous le lit, Tu vivais le baseball ah quoi. ouais, ouais, j'étais un vrai mordu, quoi. J'étais vraiment un vrai mordu. Et donc elle s'est dit, bon voilà, j'ai pas le choix que de le laisser partir s'il veut vivre ce truc, quoi. Donc elle m'a soutenu, mon père aussi, et puis de là, bon, je suis venu passer des sélections sportives, scolaires. Je venais d'être en équipe de France cadet D'accord. l'année d'avant. Et puis ça a marché, donc voilà, on m'a fait confiance, on m'a accepté, et puis voilà, c'est le début d'une histoire. Et t'avais quel âge du coup quand t'as rejoint le pôle? C'était en 80, l'année scolaire 97-98, donc j'avais 16 ans, et je jouais au baseball depuis mes 11 ans à peu près. D'accord. Voilà. Ok, donc 5 bonnes années et t'as rejoint le pôle quoi. Ouais. Donc toi ta position, bon, telle qu'on te connaît, c'est celle de catcheur. Tu l'étais déjà à cette époque, tu l'es devenu au Alors non, pôle. non, non. Alors moi, comme beaucoup de gens, enfin comme beaucoup de joueurs euh, dans les petits clubs comme ça, je faisais un peu tout, quoi. Mais j'étais lanceur, je frappais, j'étais catcheur, j'étais un peu toutes les positions finalement. Utility. Ouais, un petit peu, ouais. Mais beaucoup lanceur quand même. Beaucoup lanceur parce que j'avais été sélectionné en équipe de France cadet comme lanceur. Et voilà, et donc en fait je suis arrivé ici au Pôle Espoir
Et donc ma première position, ça a été de jouer en infield en troisième base. Donc j'étais troisième base pendant ma première année. Euh, et en fait, on avait dans le staff du pôle, donc Sylvain bien sûr, et puis il y avait Robin Roy aussi, Ok. qui m'a vu et qui m'a tout de suite, qui a tout de suite détecté en moi quelque chose qui lui plaisait, je pense. Et du coup, au bout de quelques mois de pôle, il m'a proposé de venir jouer à Rouen. Il m'a dit que j'étais jeune, mais j'avais ce qu'il fallait pour venir jouer avec l'équipe et que si ça me disait, bah, je pouvais rejoindre l'équipe, quoi. Donc ce que j'ai tout de suite accepté. Ok, parce qu'à l'époque, quand tu as commencé le pôle, l'idée c'était quand même de revenir jouer avec les Skippies. Ouais, c'était un peu flou, je savais pas trop, Ouais. j'avais pas vraiment de plan, quoi. En fait, j'étais là, je faisais des allers-retours pratiquement tous les week-ends. En fait, Lyon-Rouen, Rouen-Lyon, et puis bon, voilà, c'était un peu les débuts. Je savais pas, en fait, je savais pas non plus ce que je valais euh, en tant que joueur, quoi, parce que bon, voilà, on avait détecté un potentiel, mais bon, là, j'ai vraiment pu me mesurer avec les autres jeunes qu'il y avait à l'époque. Et puis, ouais, puis encore des rencontres, quoi, des choses qui font que bah, on te fait un peu confiance, et puis du coup, tu t'acceptes de relever des défis, et puis voilà, donc c'est Ouais. comme ça que ça s'est fait, ouais. Et quand tu rejoins Rouen à ce moment-là, du coup, ils sont au niveau national. Alors, il revenait en première division quand je suis arrivé. Donc, on a joué en première division euh, l'année où je suis arrivé. En fait, il venait de D'accord. faire la transition. Ouais. Ok, donc toi, t'étais au Skippies, tu t'entraînes au pôle, là tout de suite, on te met dans le grand bain, t'es à Rouen en première division. Ah ouais, bah c'est autre chose Ça a parce été que dur. bah, ça a été dur. Oui et non, on m'a bien mis en confiance et tout. Et puis, au niveau du jeu, je me suis pas retrouvé vraiment en difficulté majeure, mais c'était difficile parce que c'est vrai que c'était un autre truc, quoi. C'était un autre monde, un autre sport même, parce que je connaissais pas grand chose finalement. Enfin, tu vois, Ouais. je me suis retrouvé avec, par exemple, bah, Robin qui avait joué pour l'équipe du Canada dans l'équipe, Yann Monnet qui avait été parmi, qui avait joué en université, qui était vraiment un bon joueur. Il y avait Dominique Terrien à l'époque qui était un infielder qui avait joué en double A pour les Braves. Ok. Et moi, je venais d'un club où, en fait, on avait appris le baseball comme ça, enfin, je sais pas comment finalement, parce que personne connaissait vraiment le jeu tel quel, quoi. Donc c'était un peu bon, c'était des gens super passionnés, mais c'était sportivement, c'était autre chose, quoi. J'ai vraiment découvert le baseball pour la première fois quand je suis arrivé ici et que j'ai joué avec Rouen. Donc oui, ça a pris un peu de temps pour s'ajuster, mais finalement ça a été quand même relativement bien. Ouais, Et t'as commencé comme troisième base, du coup. ouais, j'ai commencé comme troisième base, titulaire. Robin m'a tout de suite fait confiance. Et puis une première saison où j'ai pris plein d'infos, j'ai appris plein de choses. Évidemment, quoi, entouré comme ça avec des grands, avec des adultes et Bah tout. ouais. C'est parce que j'étais le plus jeune à l'époque. Bah, j'avais du coup 17 ans. C'était super, j'en garde un super souvenir de ces débuts. Ouais. C'est marrant que tu dises que t'as vraiment commencé à jouer au baseball ou découvert le baseball quand t'as atteint ce niveau-là. C'était au niveau stratégique ou plus au niveau de la qualité du jeu. Bah, ouais, c'est un peu tout en fait finalement. Stratégique, qualité du jeu, puis savoir ce qu'est le jeu en lui-même, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, ouais, ça va plus vite. Puis même, la culture en fait autour du jeu, le comportement dans le jeu. Enfin, tout a été nouveau en fait parce que c'était. En fait, je pense que tu sais, avant, on n'avait pas d'accès comme ça à l'information comme on a maintenant. Ouais. Et quand tu étais coach de baseball en 95-96, bah, tu te débrouillais un peu pour apprendre le truc toi-même, quoi. Tu savais pas, enfin, rattraper une balle. Tu regardais un petit peu deux trois vidéos, cassettes que tu avais. Puis c'était deux trois types qui te disaient ouais, faut faire comme ça. Et puis toi, tu bricolais un petit peu et tu faisais un truc un peu à ta sauce. C'est comme ça qu'on a appris finalement, nous. Donc là, se retrouver avec des coachs qui savaient beaucoup plus de quoi ils parlaient, qui avaient un vécu, qui te disaient bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça, tu te places comme ça, t'écartes tes jambes, tu mets ton gant au sol. Ça fait grandir ça. Ouais, ça te fait grandir, ça te fait grandir. Et puis voilà, ça commence à être structuré, quoi. Ça commence à être très, très carré, quoi. C'est pas juste tu rattrapes la balle, tu la lances, quoi. Voilà, tu la rattrapes, mais tu la rattrapes comme ça. Ouais. Tu la lances, tu fais un pas croisé, tu t'armes comme ça et tu lances. Voilà. Donc ça c'était début à Rouen. Euh, Vous avez des belles saisons en élite en 99 et après 2000, du coup l'équipe redescend en national, Mm. c'est ça, pour la saison 2001. Et toi du coup tu changes de club. Tu C'est rejoins ça, c'est Savigny. ça, voilà. Donc en fait, on se retrouve avec les dirigeants dans
une salle de réunion, quoi. Et puis en tout cas, ils nous annoncent que le club va redescendre en national, enfin, dans la division inférieure. Donc moi, c'était l'année où je partais aux États-Unis. Ok. Et c'était une année où il y avait les championnats d'Europe senior aussi. Et donc du coup, enfin voilà, j'ai parlé avec Xavier et Pierre-Yves et je me suis dit que sachant les échéances qui arrivent, je vais partir aux États-Unis, il y a les championnats d'Europe, etc. qui seniors qui arrivent. Je leur ai demandé si, parce que je voulais continuer à jouer au meilleur niveau français, si c'était possible d'être prêté à un club pour cette saison, quoi. Ok. Et donc ils ont accepté, c'est vraiment sans problème. Et j'ai été jouer un an avec Savigny. Ok. Donc toi, t'étais prêté. Donc l'idée, c'était quand même de revenir. Ouais, voilà, l'idée c'était de revenir. Du coup, tu pars avec Savigny. À ce moment-là, cette année-là, vous êtes champion de France. C'est ton premier titre. Ouais. T'étais accompagné de. Enfin, à cette époque, il y avait quand même des gros joueurs à Savigny. Ouais. Il y en a en particulier qui t'ont marqué, dont t'as pas mal appris. Ouais, il y en a pas mal. C'était l'époque où t'avais des joueurs comme Jamel, t'avais Fabien Proust, t'avais Christophe Gognaud, t'avais Pierrick, t'avais David Meurant aussi qui jouait Ok. dans l'équipe. Donc oui, c'était des gens qui ont influencé aussi ce que je suis devenu après, quoi, comme toute carrière sportive en fait. Quand tu joues avec des joueurs de ce talent-là, t'en tires toujours quelque chose. Ouais. Et du coup, oui, ça a été une super expérience et oui, ça a contribué à faire ce que je suis devenu après aussi, bien sûr, ouais. Et tu as mentionné les États-Unis. À ce moment-là, tu devais partir. T'es parti en collège, c'est ça? Ouais. Donc comment ça s'est fait? Parce qu'à l'époque, tu sais, comme tu disais, on n'a pas autant accès à l'information. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui arrivent à partir en collège. À l'époque, t'as peut-être pas forcément internet. Comment t'as eu vent de ça? Comment t'as fait pour passer des tests? En fait, on a eu de la chance parce que quand on était à l'INSEP, il y a eu un programme en fait d'envoi de coach par la MLB. Donc des coachs qui sont venus aider la fédération à coacher, enfin voilà, ils sont venus nous coacher. Et de là, en discutant avec des coachs, en leur disant, on était deux à l'époque, Ferminem et moi, en discutant avec des coachs, on voulait vivre cette expérience-là et les coachs qu'on avait rencontrés nous ont dit que c'était possible, que c'était faisable, que sportivement on avait le niveau. Et après ils nous ont accompagnés vers ça, dans les démarches, tout ça. On a été faire des tests là-bas aussi. D'accord. On a été faire des essais, et puis bon, ça a marché, donc ils nous ont laissé notre chance et on a pu y aller, on a eu cette chance-là. Ouais. Mais on était parmi les premiers parce que c'est un truc qui se faisait vraiment pas beaucoup à l'époque, quoi. Tu vois, c'était compliqué en fait parce qu'on n'avait pas les contacts comme il y a maintenant avec les États-Unis. C'était des explorateurs en quelque sorte. Ouais, on n'était pas les premiers, hein. Il y en a un ou deux qui étaient déjà partis avant. Mais oui, je pense qu'on a contribué aussi à ça. Ouais. Et du coup, t'es resté combien de temps en collège? Je suis resté une première fois 6 mois, un peu plus, 6-8 mois, donc faire toute une saison de printemps. Je suis revenu en France un an et après je suis reparti, donc avec Christophe Gognaud cette fois, à Oxnard pendant un an, pendant une saison. Ouais. D'accord. Oxnard, c'était en Californie. Hein, en Californie, ouais, les 2 fois c'était en Californie. Du coup, tu arrives à Rouen en élite, tu accèdes vraiment à un autre niveau de baseball. Là, tu pars au collège, j'imagine qu'il devait être dans une autre dimension. C'était comment? Ouais, en fait, c'est au quotidien. C'est la deuxième fois où je parlais tout à l'heure quand j'ai débarqué à Rouen, j'ai appris ce que c'était le baseball. Là, c'est le deuxième palier. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec plein de joueurs qui sont aussi bons que toi et même meilleurs que toi, mais il y en a à l'appel. Et tu as une intensité dans le jeu, une rigueur à l'entraînement. Enfin, tu sens que la compétition est permanente, quoi. Que tu peux pas, même si à chaque entraînement c'est une compétition, chaque match c'est une compétition, chaque course tu la fais à fond, chaque swing tu le fais à fond, c'est toujours te pousser au maximum de tes capacités. Pour ça c'était vraiment une bonne expérience et j'ai appris ce que c'était l'intensité du jeu et comment on devait, quel effort on devait mettre pour jouer au baseball sur un terrain et porter un uniforme, quoi. Ouais, donc là après tu reviens en France avec toute cette expérience, j'imagine que ça a changé aussi ton approche du jeu ou ta façon de travailler de ton côté. Ouais, complètement, ouais, bien sûr. Quand tu démarres et que
quand t'as pas vu ça, tu peux pas vraiment le comprendre. Mais oui, toujours donner tout à 100%, quoi. Chaque course, chaque balle swingée, chaque course que tu fais, il faut que tu la fasses à fond. Chaque entraînement, il faut que tu sois hyper rigoureux, il faut que tu sois concentré, il faut que ce soit, voilà, tu mets vraiment tout ce que tu peux dans cet effort et cet objectif qui est le tien finalement, quoi. Du coup, quand tu reviens à Rouen, donc en 2002, vous remontez en D1, ou en tout cas en élite Ouais. de l'époque, donc le plus haut niveau français. Et à ce moment-là, c'est le démarrage de la locomotive rouennaise. Donc en 2002, vous faites 29 victoires, une défaite. Vous n'êtes pas champion, mais c'est quand même une stat impressionnante. Et à partir de là, jusqu'à ta retraite en 2015, vous avez eu peut-être 13 titres, je crois. 13 titres de champion de France, plusieurs titres de challenge de France. Bon, c'est une épopée de dingue quand même. Toi qui l'as vécu de l'intérieur, quel souvenir t'en gardes et surtout comment t'expliques ce succès, quoi? Je pense que bah, ce succès, enfin, je l'explique, c'est un travail collectif, quoi, que ce soit en termes de dirigeants, de coaching, de recrutement, d'envie des joueurs aussi, hein. Ouais, une succession de choses qui ont joué en notre faveur, quoi, parce que finalement, bah, faire un recrutement, t'es jamais sûr de toi, tu sais pas tant que le joueur est pas là, bah là on a toujours plus ou moins eu de la chance. Les joueurs qu'on a eus sont aussi très bien intégrés. Ouais. Tu vois, donc par exemple, tu regardes Keno, l'exemple de Keno qui est arrivé ici en 2005, je crois, et qui est encore là maintenant et qui a vraiment été tout de suite un élément important dans le club. Et puis voilà, puis on a eu aussi de très bons joueurs français. Le pôle, la création du pôle aussi a fait que les joueurs français qui sont venus au pôle sont restés par ici. Puis des joueurs comme Robin Roy, ça a été aussi une part importante parce qu'on a eu un des meilleurs lanceurs français dès le début avec nous. Et voilà, puis après, du coup, des victoires en créer d'autres, un esprit aussi de gagnant en fait qu'on a pu développer au fur et à mesure de ces années, qui ont fait que on s'est retrouvé pas mal de fois dans pas mal de finales un petit peu derrière, mais toujours en restant serein et en se disant voilà, on est derrière, mais on va le faire, quoi. Ouais. Et ça s'est vraiment construit au fil des victoires qu'on a eues et des expériences qu'on a eues collectivement. Ok. Et à ce moment-là, donc tout à l'heure tu me disais que tu avais été pas mal de temps troisième base. Quand est-ce que tu es devenu catcheur? Tu l'étais déjà à ce moment-là? Ouais, je l'étais déjà. En fait, moi, je suis devenu catcheur ma première année à l'INSEP. D'accord. Donc, où j'ai aussi eu la chance de rencontrer Ouais. Gerardo Leroux, qui était venu de Cuba et qui avait travaillé avec nous à l'INSEP et qui formait beaucoup de catcheurs et qui était vraiment, enfin, qui est toujours le top. Pour L'école Gerardo. pour les Ouais. catcheurs à l'école Gerardo, ouais. Et donc en fait c'est parti de là en fait avec Guillaume aussi, Guillaume Cos qui était notre manager à l'INSEP, qui nous faisait aussi bien repousser nos limites à l'entraînement. Et à un moment ils se sont dit voilà, je pense que tu serais mieux comme catcheur, et puis je l'ai remercié parce que du coup ça a été vraiment le rapide, quoi. En fait j'ai tout de suite bien aimé la position et ça s'est fait de façon assez fluide après. D'accord. En fait, ouais, je pense que j'étais fait pour ça, plus que pour jouer en infield. Et du coup, voilà, ça a été. Ça s'est vraiment bien passé la transition, ouais. Et ça t'avait jamais titillé avant le catch? Pas vraiment, non, j'y pensais pas vraiment. Tu vois, j'étais bien en infield, j'avais fait ça. Ça marchait pas trop mal, tu vois. Enfin, j'avais des bonnes mains, ça marchait pas trop mal, mais c'est vrai qu'en catcheur, j'ai vraiment pu exploiter mon potentiel physique, quoi, finalement, tu vois, parce que ça me convenait bien physiquement, ouais. En dehors de ta position de catcheur, tu as été aussi un bon frappeur. On a récupéré tes stats. Tu les connais peut-être pas toutes de tête, mais il y en a qui sont assez éloquentes. En D1, tu as joué 500 matchs. Tu as un petit peu plus de 580 hits, 258 BB. Donc en fait, si on fait le bilan, tu as un peu plus de 300 de moyenne sur ta carrière et 400 de présence sur base. Donc en fait, tu étais une machine à coup sûr. Tu étais très souvent sur les coussins. Et tu prends aussi peu de cas. C'est rare de voir un receveur qui est, tu vois, aussi présent au bâton en termes de moyenne que de présence sur les buts. Toi, comment t'expliques ça? Est-ce que le fait d'avoir été receveur, ça t'a aidé dans ton approche au bâton, la façon d'affronter les lanceurs? Est-ce que ces entraînements particuliers, comment toi tu travaillais au quotidien pour la frappe? Moi, j'ai assez vite compris que j'avais pas beaucoup de puissance.
Ok. Donc tu vois qu'il fallait pas forcément que j'essaye de sortir la balle du terrain parce que ça allait pas arriver, je pouvais toujours m'accrocher. Et par contre, j'ai toujours eu un assez bon œil et une assez bonne coordination. Je mettais souvent le barrel sur la balle, même, D'accord. que ce soit sur les balles rapides, sur les effets, même. Et en fait, j'ai vite compris que ma force était là. Donc, pas me prendre beaucoup de strike-out, peut-être avoir vraiment laisser travailler mes mains sans essayer de sortir la balle du terrain à chaque fois. Et donc je me suis entraîné beaucoup à ça. Je me suis beaucoup entraîné à ça, beaucoup entraîné à frapper la balle au champ opposé, derrière le coureur, frapper la balle là où elle est lancée, donc pas essayer de tout tirer systématiquement, mais vraiment utiliser tout le terrain. Ok. Et, et puis ouais, et puis pas me prendre beaucoup de strikeout, mais bon ça se fait. Je pense pas que ce soit quelque chose que tu calcules vraiment, mais voilà, vraiment laisser travailler mes mains et frapper au champ opposé pour attendre vraiment la balle longtemps et pas m'élancer et tout tirer dans mon champ, quoi. Ouais, en fait, c'est des stats qui montrent que tu as une certaine approche de la frappe, où tu vas attendre la bonne balle, tu vas pas forcément te précipiter. Ouais, voilà, en fait, en fonction du contexte, du timing, après, j'étais quand même assez agressif, hein, je laissais pas passer beaucoup de balles, mais voilà, toujours dans une idée que je vais pas sortir la balle du terrain en fait, je pense que quand tu laisses vraiment la balle venir, ça te laisse un tout petit peu de temps de plus pour décider. Ok. Et je pense que c'est comme ça que que j'ai trouvé en fait mon style de jeu, quoi. D'accord. Mm. Et ça, c'est intéressant ça parce que, bon, au baseball, tu vois, as souvent tendance à vouloir travailler aussi sur ta puissance, c'est quelque chose d'excitant de sortir la balle. À quel moment tu as compris que il fallait plutôt que tu te concentres sur le contact, la présence sur base? Tu t'es dit, ça sert à rien de me focaliser sur la puissance. Parce que j'ai bien vu que ça marchait pas, et puis bon voilà, puis n'empêche que quand t'es à la batte, faut que tu serves à ton équipe, quoi. Ouais, ouais. Donc au moment où tu sais, à la limite que tu tires la balle, que tu la tires pas ou pas, faut que tu aies un type en position de marquer, faut que tu le fasses rentrer. T'as un type en deux, bah faut que tu frappes un hit pour le faire avancer. Et puis voilà, c'est cette envie de gagner aussi qui fait que bah, tu reviens vite dans ce que tu es capable de faire, quoi. Ok. Voilà. Dès que tu dévies un peu, tu vois que t'as pas beaucoup de réussite, bah, ton équipe elle est moins bien que si tu faisais ce que tu sais faire, donc tu reviens vite à ce que tu sais faire, quoi. Ouais. Tu étais un bon frappeur, mais de ce qu'on a vu des stats, tu as aussi été un encore meilleur défenseur, surtout au catch. On a regardé sur 271 tentatives de vol de base, tu as retiré 140 batteurs. C'est énorme, ça fait plus de la moitié. Et on a bien creusé sur des catcheurs qui ont eu des tentatives aussi nombreuses que les tiennes. C'est toi qui détiens le record du nombre de coureurs retirés sur base. Je sais pas si ça tu le savais. Non, je savais pas. Donc bah déjà félicitations, c'est plutôt cool. Ça, comment tu l'expliques? T'as un bras d'acier, c'est communication avec les lanceurs, c'est Bah, du transfert. j'ai certainement pas un bras d'acier, ça je pense que tous les gens qui ont joué avec moi le savent. D'accord. Mais non, déjà je pense que déjà il faut que tu aies un pitching staff qui tienne les coureurs, c'est la base. Ok. Si t'as pas un pitching staff qui tient les coureurs, t'as aucune chance d'éliminer qui que ce soit. Ce que j'avais en plus, c'était je pense le transfert. J'étais très rapide sur le transfert, donc avec les mains, et souvent, je souvent précis aussi au niveau du relais. Et puis donc au début, après quand ça commence à diminuer un petit peu, tu compenses par d'autres choses en fait. Tu sais que dans certains comptes, tu vas demander telle balle parce qu'il y a une chance que le coureur parte pour voler. Tu vas demander peut-être plus de pick-off à ton lanceur. Tu vas anticiper un petit peu. Anticiper un petit peu que le départ dans ta tête, en fait, tu vas avoir peut-être avant qu'il se passe quoi que ce soit, tu sens qu'il va se passer quelque chose. D'accord. Tu vois, tu sens que le mec va voler, tu sens que le mec va partir parce que le compte, il a peut-être changé quelque chose dans sa façon de prendre son lead. Il a peut-être, le coach a peut-être aussi donné un petit truc, tu vois, parce que quand t'es catcheur, tu vois tout, donc t'observes et tu connais un petit peu aussi les patterns. Tu sais que ce coach-là, il aime bien demander à ses joueurs de voler dans telle situation, dans tel compte. Et voilà, ça te permet aussi, physiquement tu commences un petit peu à décliner, à compenser. Ouais. Mais voilà, après non, c'est absolument pas le bras, quoi. J'ai jamais eu un bon bras et c'est vraiment plus une question de transfert et d'anticipation, je pense. Mais voilà, puis après ça a été, j'ai eu des lanceurs aussi qui tenaient tellement bien les coureurs que finalement,
ils partent avec un temps de retard, donc ça te laisse un peu plus de temps aussi, quoi. Ouais, bon travail d'équipe. Et du coup, bon, on met à part le côté bras, du coup, toi, comment tu bossais l'hiver en tant que catcheur? Est-ce que tu avais des exercices particuliers, des choses que tu faisais différemment? Est-ce que tu dédiais certains jours pour bosser que le catch? Bah, je bossais beaucoup le jeu de pied. Ouais, D'accord. je bossais beaucoup. Défensivement, je travaillais beaucoup, ouais. Ok. Je faisais beaucoup de jeux de pied, beaucoup de juste travailler le transfert en fait des mains, sans gants, enfin juste avec les mains, comme ça. Mais beaucoup d'exercices, ouais, d'échelle, de jeux de pied, de pivot, beaucoup de musculation, travailler l'explosivité aussi. En D'accord. fait. Puis répéter, répéter, répéter. Je travaillais beaucoup, je fais partie des gars qui s'entraînent beaucoup, moi. J'ai Ouais. toujours eu envie et besoin de beaucoup m'entraîner, de beaucoup répéter et tout ça. C'était même un petit peu, enfin, tous les gars qui m'ont lancé le batting practice le savent que bah, je suis insatiable, tant que je peux swinger, je swing, et des fois, bah, c'est des centaines de swings dans l'entraînement. D'accord. Mais ouais, voilà, j'ai répété ces trucs basiques, ouais. Puis après, de la technique, après, c'est vrai que tu, voilà, tout est complémentaire, donc tu travailles ta technique, mais tu travailles aussi le physique, l'un va pas sans l'autre finalement, quoi. Ouais. Ouais, surtout dans une position comme celle de catcheur où finalement c'est hyper physique au niveau des jambes. Tu as souvent besoin d'explosivité, donc si tu veux tenir le match, il faut quand même que tu aies Ouais, voilà, bien une sûr, notion de bien base. sûr, bien sûr. Puis techniquement, comment tu peux relancer en deux pour être sûr que ta balle soit toujours précise, comment tu alignes tes pieds, comment tu fais le transfert, tu vois, enfin toutes ces choses-là aussi, bah faut que tu les travailles. Donc c'est vrai que c'est du boulot, hein, comme toutes les positions d'ailleurs, mais, euh, mais oui, oui, c'est pas un poste facile. Ouais, Mm. ouais, c'est pas mal technique, c'est aussi très physique, Mm, quoi. mm. Tout à l'heure, tu mentionnais le pitching staff qui est hyper important pour savoir maintenir les coureurs sur base. Toi, tu as aussi beaucoup catché Keino Pérez depuis son arrivée jusqu'à Mhm. son arrêt de carrière en tant que joueur. On dit souvent qu'il y a une relation particulière, tu vois, entre le lanceur et le catcheur. Et bah, du coup, tu as aussi participé à pas mal de records qu'a établi Keino Pérez. Toi, comment tu vois cette relation lanceur-catcheur et le travail que tu as fait avec Keno? Est-ce qu'il y a vous avez une façon particulière de fonctionner? Est-ce que vous faisiez des choses ensemble en dehors que d'autres faisaient peut-être pas? En dehors, je sais pas, mais en tout cas sur le terrain, enfin, on voulait tous les deux la même chose, gagner déjà, et à tout prix. Enfin, c'était vraiment, on est tous les deux des gros compétiteurs. On voulait vraiment gagner, et puis au fur et à mesure, euh, en fait, on a compris un petit peu comment l'autre aimait travailler, comment l'autre aimait fonctionner, et ça a toujours été super fluide. En fait, il y a jamais eu beaucoup de doutes sur notre façon de travailler ensemble avec Keno. Et Keno, de toute façon, enfin, il mène il mène le truc, quoi. Il sait ce qu'il fait, il a tellement d'expérience et tout c'est aussi en le catchant que j'ai appris mon job finalement. Parce Ouais, que c'est en jouant avec des lanceurs comme ça et des joueurs comme ça que tu t'apprends bah, voilà, que dans certaines situations, il faut que tu fasses attention à ça. Dans d'autres, bah, tu peux lancer tel type de lancer, etc. C'est aussi ça qui a fait que ça fonctionne aussi bien. Et puis au fur et à mesure des années, bah, ça se faisait tout seul, quoi. C'était ça rentre. super fluide, quoi. Ouais, Mais ouais, je pense que cette envie de gagner, puis tu sais, Keno, c'est aussi tellement un leader que voilà, c'est une responsabilité de le catcher entre guillemets, quoi. Faut d'accord. que faut que tu sois comme, enfin, si tu lui donnes pas ce que lui donne, ça peut pas marcher. Juste aussi, tu as des responsabilités. En plus d'être catcheur, tu as été capitaine. Donc tu devais dessiner pas mal de choses sur le terrain, j'imagine. Euh, Comment tu vois, toi, cette fonction de capitaine, surtout en tant que catcheur? Est-ce que ça change pas mal de choses sur le terrain? Est-ce que tu trouves il y a des moments où tu as réussi à instaurer quelque chose dans les matchs de Rouen qui ont permis d'avoir la victoire? Ouais, c'est arrivé. Après, moi je pense que j'ai toujours dit que je suis pas quelqu'un qui est un grand spécialiste du discours ou du speech. Et puis je trouve que des fois les mots, ils ont pas forcément. Enfin, c'est facile souvent de dire des mots, mais c'est voilà, avoir le comportement derrière qui va avec, c'est pas toujours, ça coule pas toujours de source. Et moi, je me suis toujours dit que j'étais plutôt un leader par, euh, par l'énergie, l'intensité, ma façon de jouer, le calme que j'amenais dans les situations un petit peu tendues, quoi, finalement. Ok. Et pour que tout le monde reste sous contrôle, parce que tu sais, dans ce sport, t'as vite fait de faire un peu Montagne russe, les quoi. montagnes russes, ouais. Et voilà, je me suis toujours considéré comme un leader
dans cet aspect-là du jeu. Vraiment montrer l'exemple, donner toujours le meilleur de moi-même, toujours rester sous contrôle, même dans les moments difficiles, et performer. Performer quand il y a besoin, et emmener aussi les joueurs par ma performance, par mes prestations, par le travail que je fais à l'entraînement, par, euh, par toute cette rigueur et cette discipline que je m'inflige sur le terrain, quoi. Ouais. Et ça, cette rigueur, cette envie de gagner, cette intensité, tu as dû la retrouver aussi à l'international, parce que ce soit avec Rouen en Coupe d'Europe ou en équipe de France, tu as quand même pas mal connu le niveau international. Toi, comment t'approchais ces compétitions? Qu'est-ce que t'en as appris? Parce que j'imagine que vous deviez tomber sur des sacrées équipes. Euh, ouais, on tombait, ouais, bien sûr. Bah, c'est encore après, quand tu arrives en Coupe d'Europe, c'est encore un autre niveau parce que tu joues contre les champions de chaque pays. On a toujours joué la Coupe des Champions, donc tu joues toujours contre les champions de chaque pays. Ils sont souvent des super imports. Tu joues contre les Italiens, les Hollandais, vraiment des joueurs de bonne qualité. Voilà. Après, tu essaies d'approcher toujours le jeu de la même façon finalement. Peu importe l'équipe contre qui tu joues, tu, tu essaies toujours d'approcher le truc pareil. Le risque, c'est toujours de vouloir jouer à un niveau que t'as pas. Tu vas essayer de surjouer et d'en faire beaucoup plus que ce que tu es capable de faire, mais tu comprends assez vite que ça marche pas. Donc bah voilà, tu restes aux choses simples et puis tu fais ce que tu sais faire, ce que tu as toujours fait, et tu es aussi transcendé par ces événements parce que c'est des événements où que tu attends depuis toute la saison, tu vois. Enfin, tu as un climat qui va autour de ces événements internationaux qui est différent, quoi. Donc je pense que ton focus il augmente, l'intensité elle augmente encore, enfin, d'un cran. Enfin, c'est voilà. Après je pense que ça se fait un peu tout seul, mais c'est ces aspects-là qui changent un petit peu, je pense, par rapport à un match. T'as l'impression en fait de jouer des finales, quoi. D'accord. T'es en mode finale, quoi. T'es en mode finale, finale de championnat. À tous les matchs. À tous les matchs, ouais. Bah oui, parce que tu passes, tous les matchs comptent, quoi. Ouais. C'est pas comme un championnat où tu peux dire, enfin, tu peux pas te dire que je perds, mais à la limite, si tu as une ou deux défaites, c'est pas, enfin, sur la finalité, ça changera pas grand chose. Là, si tu perds, c'est fini. Ouais. Tu vois. Donc voilà, chaque match demande de l'importance. C'est intense. C'est Et intense, ouais. tu vois, j'ai l'impression que tu as une approche qui est quand même vachement rationnelle et sereine de ton jeu, tu vois. C'est pas facile dans ce genre de match à enjeu de rester bien calme, garder la tête froide, de dire je reste sur les basiques et ce que je sais faire. Toi, est-ce qu'il y a il y a déjà des matchs où tu es arrivé et tu étais en stress, quoi? Tu t'es dit comment je vais m'en sortir, ou alors tu es toujours arrivé Ah peinard. non, moi ça m'est évidemment déjà arrivé de perdre mes moyens, quoi. Les autres le voyaient pas, mais mais oui, à l'intérieur t'es comme un gamin, quoi. Tu te dis putain, pourvu que la balle elle soit pas sur moi, pourvu qu'il me lance pas ça, pourvu que tu vois. Ouais, oui, il y a des moments où évidemment ça m'arrive. Ouais. Et je pense que c'est humain, tu vois. Mais ça m'est pas arrivé beaucoup quand même. Mais ça m'est arrivé, bien sûr, ouais. Ça m'est arrivé, ouais. Tu sais, te prend le dessus sur toi, et oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est déjà arrivé, mais pas beaucoup de fois quand même. Si tu penses à des compétitions hyper impressionnantes ou des moments où tu as ressenti cet enjeu, lesquels te viennent en tête? Bah, je pense que les la première fois où j'ai bien ressenti ça, c'était à Taïwan. On avait fait le championnat du monde en 2001. Universitaire, c'est ça? Universitaire, ouais. Ouais. Et on s'était retrouvé à jouer contre Taïwan aussi non, c'était pas universitaire, c'était le championnat du monde senior. D'accord. Universitaire, c'était en Sicile. Et on s'était retrouvé à jouer contre Taïwan. Il y avait du monde, il y avait 10 000 personnes et tout. Enfin, puis j'étais parti, j'avais commencé le match. Puis bon, les deux premières manches, j'étais pas là, quoi. J'avais mon corps qui était là, mais moi j'étais ailleurs, quoi. Tu vois, enfin, j'ai réussi à. Après, une fois que ça se passe, tu, tu, euh, et tu souffles un petit peu, mais au début, ouais, c'était impressionnant, ouais, c'était impressionnant. Tu sens le poids du public, tu sens qu'il y a Ouais, 10 000 personnes qui regardent. Ouais, c'est ça, puis tu sens que tu joues une équipe qui est bien au-dessus de toi aussi, tu vois, donc tu sens que t'es le centre un peu de l'attention, quoi. Ouais. Donc les premières fois, c'est un peu compliqué, puis après t'aimes ça. Après t'aimes aussi, tu vois, ces moments, parce que justement t'es le centre de l'attention, et que c'est toi qui, voilà, tu sais qu'il y a des gens qui viennent pour te voir aussi, qui viennent pour. Donc c'est un truc que tu tournes positivement après,
Ouais, c'est pour ça que tu t'entraînes aussi dur, c'est aussi une forme de reconnaissance, quoi. Je me suis bien entraîné, Ouais, voilà bien où je suis sûr, maintenant. évidemment, ouais, bien sûr. Ouais, c'est un peu comme ça que je fonctionnais d'ailleurs. Moi, c'est à partir du moment où je me suis beaucoup entraîné et que voilà, je suis prêt. Si je m'entraîne pas, bah, mentalement, je suis pas prêt, quoi. Ouais, Même si finalement, je suis la même personne. Mais si j'ai pas, je me suis pas entraîné comme un fou avant d'arriver au jour J, ça marchera pas. Tu d'accord. vois, il y a des gars qui arrivent sans s'entraîner et qui performent. Tu vois, moi, c'était pas possible. Moi, il fallait que je m'entraîne, que je m'entraîne beaucoup, et après, je pouvais performer. Mais sans m'entraîner, je pouvais pas performer. Ouais. Ouais, la technique, peut-être que le fait de t'entraîner beaucoup, t'achètes une forme de tranquillité où t'arrives et tu dis je sais que j'ai fait le travail qu'il faut, je connais mes compétences et je peux y Ouais, aller c'est ça, tranquillement, voilà. quoi. Et puis tu te dis que si ça va pas, ouais, c'est ce que tu dis, quoi. C'est que si ça va pas, tu pourras pas te dire ah putain, c'est quand même de ma faute, j'ai cette responsabilité de pas m'être entraîné. Et, voilà, puis t'es pas tout seul, quoi. Je veux dire, ça peut arriver de passer à côté de match, mais t'es pas tout seul. T'as 8 gars derrière, t'as une équipe derrière, t'as un club derrière. Donc tu peux pas, enfin, tu portes ça sur tes épaules aussi, quoi. Tu peux pas prendre les trucs à la légère et puis passer à côté d'un match, quoi. Ouais. Sachant enfin, de façon, entre guillemets volontaire. Enfin, pour moi, c'était pas possible, quoi. Si je savais qu'il fallait que je sois performant et que je fasse tout pour être performant. Ouais. Bah, t'as été performant dans plein de moments. On a regardé que sur la Coupe du Monde universitaire de 2002, donc en Italie, t'as produit la moitié des points de toute l'équipe de France sur le tournoi. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment où il y a des coureurs sur base, toi t'étais capable de délivrer et de marquer les bons points. T'en as un souvenir de cette coupe universitaire Tu Ouais, as un petit l'impression peu. d'avoir le mojo sur ce tournoi-là, pas plus que ça? Bah, ouais, un petit peu. Après, moi, ouais, j'en garde un super souvenir. Et puis, effectivement, ouais, après, je me rappelais plus, tu vois, de ces stats, par exemple. Moi, je me rappelle plus des performances de Coupe d'Europe, Ouais. finalement, mais avec le club. Mais oui, je me rappelle de ce tournoi. Ouais, je me rappelle de ce tournoi où c'est la première fois, enfin, une des premières fois aussi où on se mesurait à des jeunes de notre âge, quoi. Et à l'international. Donc oui, je me rappelle bien, ouais, je me rappelle bien de ce tournoi, notamment d'un match contre Taïwan aussi qui avait été pas mal disputé et tout ça. Mais, euh, mais tu vois, ouais, je me rappelais pas que j'avais frappé j'avais produit la moitié des points de l'équipe nationale. Ouais. C'est comme une belle perf, donc Ouais, ouais, ouais. t'as été là dans les bons moments. Ouais, mais après j'ai toujours été là à peu près dans les bons moments en fait. C'est toujours en fait, enfin voilà, je pense que enfin, bon, j'ai eu des échecs évidemment, mais je veux dire, c'est pas un truc, c'est un truc qui me plaisait ça. Ouais. Tu vois, d'être à la batte quand tu avais un moment important, quand on attendait que tu performes, quand il fallait faire rentrer des points, tu vois, c'est un truc qui, voilà, ça je pense que j'ai assez vite appris à ralentir un petit peu le truc, tu vois, pour me contrôler et performer dans ces moments compliqués, quoi. Ouais. Enfin, un peu plus où t'es attendu finalement. Mais après, c'est mon tempérament, je suis plutôt quelqu'un d'assez calme et j'essaie de pas me laisser emporter par ce qui se passe autour, quoi. Ouais. Bah, je pense que c'est aussi peut-être ce qui t'a valu pas mal de responsabilités entre tes championnats d'Europe, championnat du monde, la World Baseball, le qualifier de la World Baseball Classic. Toi, tu as été receveur et du coup capitaine de l'équipe de France Mhm. après le départ de Jamel Boutagra qui du coup était quand même un gros nom du baseball français niveau Mhm. catch. Donc, tu vois, avoir cette responsabilité, cet enjeu d'être capitaine d'une équipe de France, qu'est-ce que ça fait? Surtout quand en fait tu te retrouves avec des joueurs que tu connais pas tous forcément, quoi. Bah, ça n'a pas été toujours facile en fait. Ça a pas été. J'ai un peu de mal à trouver ma place parce que tu sais, tu passes. En fait, t'es aussi capitaine. Enfin, quand t'es capitaine d'une équipe comme ça, t'es aussi. Tu t'as aussi en tête les capitaines qu'il y avait avant, tu vois. Et t'as des capitaines qui sont. Chaque personne est différente. T'en as qui sont, comme je disais tout à l'heure, t'en as qui parlent beaucoup plus, t'en as qui sont plus leaders dans le jeu. T'en as qui sont les deux. Et moi j'ai senti en fait au début, en équipe de France, qu'on attendait de moi que je prenne la parole, que je sois, tu vois, que je sois fait finalement ce que je suis pas. Et ça a un peu déstabilisé au début. Donc après j'ai arrêté et puis voilà, j'ai fait comment je sentais le truc, quoi. Mais au début ça n'a pas été facile de trouver sa place quand même, quoi. Ouais. Tu vois, ouais, parce qu'on était dans une culture quand même où dans une équipe nationale, il fallait que tu aies un mec qui, euh, qui remue les autres, tu vois, qui est un peu choqué, titillé pour provoquer pour provoquer le collectif, tu vois. C'était un peu comme ça que ça se passait à l'époque. Ok. Alors
Alors qu'après, ça a été un peu différent. Après, c'était plus individuellement. Voilà, on avait plus une tâche, une responsabilité, quelque chose comme ça. Mais quand je suis arrivé, ouais, c'était un peu plus comme ça. Donc ça a été un peu difficile pour moi. Ok. Toi, en termes de leader, tu es plutôt du genre à apaiser, faire en sorte que les gens se sentent bien pour qu'ils puissent performer, Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, je pense que c'est un sport collectif, mais voilà, c'est aussi à chaque personne de prendre ses responsabilités, quoi. c'est aussi hyper Surtout, individuel. Quand tu es au bâton, tu es bah tout seul au oui, bâton. je Hein. veux dire, voilà, tu peux pas. Enfin, si tout le monde prend ses responsabilités individuellement, après l'équipe, et si tout le monde va dans la même direction, l'équipe, elle, elle gagne, quoi. Après, c'est dans tous ces moments de matchs internationaux, enfin, tu devrais pas avoir à être derrière les gars et pour leur crier dessus pour qu'ils performent, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est un truc qui devrait se faire naturellement sans que tu aies besoin de À ce crier. niveau-là, c'est acquis, quoi. Ouais, tu Sans sais, ce que s'être t'as, acquis, quoi. tu sais ce que tu as à faire, quoi. Tu vois. Et d'ailleurs, le retour que j'ai des équipes de France de maintenant, c'est que c'est beaucoup plus dans ce sens-là. C'est beaucoup plus, en gros, pro, entre guillemets, Ouais. où bah, voilà, chacun fait son truc, chacun se prépare et on laisse un peu de responsabilité individuelle à chacun. Alors que moi, quand j'ai commencé, on était plus dans le mode collège, tu vois, collège universitaire, où bah, en gros, t'as un général qui vient, qui donne plein d'ordres à l'équipe et pour lui donner envie d'y aller et de gagner, quoi. Mais Ouais. tu devrais pas avoir besoin qu'on te donne envie de gagner un match de baseball, quoi. Ouais, surtout en championnat Ouais. du monde Ouais. ou en championnat d'Europe. Ouais. Ouais, je te comprends. Bon, du coup, en 2015, toi, tu prends ta retraite. En tout cas, tu arrêtes le baseball. Euh, depuis, qu'est-ce que tu fais? À quoi ressemble ton quotidien? Le baseball, est-ce que c'est fini? Est-ce que ça Bah prend? écoute, j'ai joué 2 ans en équipe 2 à Rouen. Ça a été 2 superbes années. Ça m'a permis de faire une petite transition sympa parce que quand ça s'arrête, c'est quand même. Ça fait bizarre, franchement, quand tout ça s'arrête. Et ça met un peu de temps avant que tu te retrouves une sérénité de vie parce que tu fais ça tout le temps, quoi. C'est ton but ultime dans la vie, c'est ça, quoi. Tu penses qu'à ça, tu vis pour ça, tu sais, ça rythme tout, ça te, ça te, individuellement aussi, ça te renvoie une image positive parce que tu vis un peu à travers ça, quoi. Tu vois, donc quand ça s'arrête, tu te retrouves un petit peu, il faut que tu trouves d'autres choses, quoi. Et, donc j'ai continué 2 ans en national et puis bah là là ça fait maintenant 3 ans que j'ai arrêté, donc entre temps bah voilà j'ai une vie de famille maintenant, donc j'ai deux filles. J'ai un boulot qui me prend pas mal de temps, Ok. qui me prend pas mal de temps, enfin je bosse pas mal et voilà c'est largement suffisant pour m'occuper. Ouais. Tu te retrouves pas face au mur à penser au Euh, baseball et pas en faire, quoi. non 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 mais j'en rêve encore et c'est hyper fréquent, quoi. Ah ouais? Je rêve encore de Tu baseball. rêves que t'es en train de jouer? Je rêve de plein ouais, de matchs, je rêve, mais c'est une fois par semaine, quoi. Je me réveille Ok. où j'ai rêvé de baseball, quoi. Où j'ai rêvé de situations de jeu ou des trucs un peu hallucinants où je me retrouve tétanisé à la batte ou des trucs, enfin. Ouais, mais je rêve encore beaucoup, quoi. C'est pour dire que mon inconscient, il est toujours en train de. Enfin, ça m'a marqué, quoi, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. c'est un truc qui m'a marqué, ouais. C'est encore en toi, quoi. Ouais, c'est encore en moi, ouais. Bon. Ouais. Avec ton recul, c'est intéressant. On aimerait bien avoir quelques-uns de tes conseils. Il y a pas mal de jeunes aussi qui nous suivent, qui regardent Mhm. le contenu Baseball Mastery. Toi, si tu étais face à des, je sais pas, jeunes joueurs, catcheurs, frappeurs, qui ont envie de progresser, quels conseils tu leur donnerais? C'était deux, trois conseils, des essentiels à avoir en tête pour s'améliorer. Évidemment, travailler et puis essayer toujours de progresser, le plus possible, quoi. Chaque moment à partir du moment où on met le pied sur le terrain, chaque moment est utile dans sa progression. Tu vois, moi je dis souvent par exemple, rien que te lancer à l'échauffement, si tu le fais sans réfléchir, ça n'a aucun intérêt. Si tu le fais en ayant un objectif, tu progresses. Tu vois, si tu le fais en objectif de précision, tu vois, par exemple, tu sais, viser la poitrine du mec qui est en face pour pas qu'il se retrouve à sauter de tous les côtés. Rien que ça, si tu fais ces petites choses-là, ça fera de toi un meilleur joueur. Par exemple, quand tu ramasses les balles pendant le batting practice dans le champ extérieur, tu dois le faire à fond. Tu dois le faire à fond, tu dois essayer de lire la balle tôt. C'est un moment de travail. Si tu le fais de façon nonchalante ou que tu voilà, es là et
et tu prends pas, tu profites pas de cet instant pour t'améliorer, tu perds ton temps, je pense. Donc ouais, ça c'est les petites choses que j'ai toujours fait. Ensuite, moi, mentalement, je pense que c'est un sport qui est difficile à gérer mentalement, parce qu'on parlait tout à l'heure de montagne russe et c'est vraiment ça. Et je pense que c'est assez dur aussi de gérer cet échec, parce que finalement tu es souvent en échec. Ouais. Et il faut, si je pouvais donner un conseil aux jeunes joueurs, c'est que voilà, de prendre chaque at-bat, par exemple à la frappe, sans que ce soit, sans tenir compte de ce qui s'est passé avant, comme un truc nouveau à chaque fois, et toujours essayer de garder et de contrôler ses émotions pour être le plus plat possible, Ouais. pour pas se laisser quand on est dans le trou se couler, pas quand on fait un truc bien, pas être trop confiant, parce qu'après il y a un moment où ça va naturellement retomber. Donc voilà, moi je dirais au niveau émotionnel, contrôler ses émotions le mieux possible. Et puis regarder plein de vidéos, plein de choses. Voilà, prendre exemple sur ce qu'on voit à la télé. Nous on n'avait pas tout ça. Enfin, quand j'étais gamin, le baseball jusqu'à mes 16 ans, c'était à travers des films quoi. Ouais. J'avais pas vu un match en fait. C'était j'avais un film qui s'appelait Les Indians Oui. que j'ai vu 50 fois, mais c'était ça quoi. Les seules visions du baseball que j'avais, c'était ça. En fait, j'avais pas. Maintenant, voilà, ça a changé tout ça. Maintenant, on a accès à la MLB tout de suite, de façon instantanée. On peut avoir des tutos qui nous apprennent à frapper une balle, à rattraper une balle et tout. Ouais. Et pour la culture baseball, je pense que c'est vachement important, quoi. Ouais. Parce que ce qui se fait en MLB, c'est ce qui doit être fait. Tu vois, enfin, c'est comme ça que ça se joue le baseball. Donc c'est bien de pouvoir avoir accès à tout ça maintenant, parce que nous, c'était impossible quoi. On avait une cassette, enfin quand on a commencé à avoir des matchs, les premiers matchs que j'ai vus, j'avais une cassette vidéo, tu vois. La cassette vidéo, le même match, j'ai dû le regarder 40 fois quoi. Tu vois, je le connais par cœur du début à la fin encore maintenant. C'était quel match? C'était les Indians contre les Yankees. Tu vois, c'était post-season, c'était en 80, je sais plus quelle année. Je sais plus quelle année c'était, mais c'était ce match-là, je le connais par cœur. Les commentaires, je le connais par cœur. Le match, je le connais par cœur. Je l'ai vu tellement de fois. Enfin, c'était la seule cassette que j'avais, quoi. Ouais. Tu voulais regarder du baseball, il fallait que tu ailles cette cassette. Il n'y avait que ça. Ouais. Il n'y avait que ça. Donc, ouais, ça a quand même bien changé depuis. Hein. Ça a quand même bien changé. Hein. Ouais, donc, faut regarder aussi pas mal de contenu et s'inspirer de ce qui se fait chez les meilleurs. Bah oui, bien sûr. Parce que c'est comme ça que ça se joue, tu vois. Enfin, je veux dire, on a eu beaucoup tendance à. Comme avant, on n'avait pas tout ça. À réinventer un peu le jeu, à le tourner un peu à notre sauce, tu vois, à tourner un peu à compliquer un peu le jeu même, tu vois, dans certaines approches, etc. Style un baseball français bien particulier. Ouais, voilà, alors qu'en fait c'est simple, tu vois, c'est un jeu qui est très simple. Mais voilà, je pense que maintenant on a suffisamment de support pour se recadrer là-dessus, quoi. Ouais, avoir les bonnes indications. Mm. Donc, Boris, merci. C'était super, ça nous a fait plaisir de t'avoir. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Ouais, c'était cool. Écoute, à bientôt. À bientôt.